Jupiter est essentiellement une grosse boule composée principalement d'hydrogène, mais elle s'est avérée être une boule assez spéciale. Les découvertes de Juno incluent des éclairs dans la très haute atmosphère, des éclairs qui devraient même pas exister, des anneaux de tempête stables au pôle nord et sud, et des vents s'étendant si profonds à l'intérieur qu'ils pourraient agir sur le champ magnétique de la planète. La sonde Juno aurait dû terminer son travail il y a 3 ans. Elle est entrée en orbite autour de Jupiter le 4 juillet 2016 et a survécu au bombardement de rayonnement intense sur la plus grande des planètes du système solaire. Elle a terminé sa mission principale, mais la NASA lui a accordé une prolongation de 4 ans. La trajectoire hautement elliptique de Juno, inclinée à près de 90 degrés par rapport aux orbites des lunes de Jupiter, passe au-dessus du pôle nord et sud de la planète. Sur chaque orbite, Juno plonge, atteignant une vitesse maximale de 21 000 km/h en passant à quelques milliers de kilomètres des nuages de Jupiter. Un problème précoce avec le système de propulsion a conduit les responsables de la mission à renoncer à une mise à feu du moteur qui aurait raccourci l'orbite de 53 jours à 14 jours. Les scientifiques de la mission ont dû être plus patients, mais c'est devenu un mal pour un bien. Dans la chronologie d'origine, Juno aurait terminé ses travaux au début de l'année 2018. Mais avec des trajectoires plus longues de la sonde, les chercheurs pourront observer les changements dans et autour de Jupiter, qu'il aurait pu manquer si la mission s'était terminée plus tôt. Mais également approfondir les enquêtes sur les mystères que Juno a révélés, comme les anneaux de tempête au pôle nord et sud, 8 tempêtes autour du pôle nord et 5 autour du pôle sud. À un moment donné, il semblait qu'un 6e orage entrait dans le groupe pôle sud, mais il a ensuite été repoussé. Mais pourquoi des tempêtes qui durent des années et mesurent environ 4000 km de diamètre semblent-elles rester constantes en nombre? Les modèles atmosphériques de l'hémisphère nord et sud diffèrent. Les scientifiques ont essayé de comprendre pourquoi les deux pôles ont des nombres de tempêtes différents. Les scientifiques examineront de plus près les 8 tempêtes au nord de Jupiter dans les années à venir. L'immense gravité de Jupiter tire sur l'orbite de Juno de sorte que les approches les plus proches du vaisseau spatial, ce que les scientifiques appellent les périjoves, ne se produisent plus au-dessus de l'équateur, mais migrent vers le nord. À la fin de la mission prolongée, le périjove sera très près de Jupiter. Ces orbites permettront également d'observer de plus près les éclairs dans l'atmosphère. Les rayures colorées et tourbillonnantes de Jupiter représentent le sommet des plus hauts nuages, constitués de cristaux d'ammoniac gelés recouverts de suie. Mais les nuages d'eau de Jupiter, d'où les éclairs observés par les premiers engins spatiaux semblaient provenir, sont de 50 à 60 km plus profonds que le sommet des nuages. Dans les nuages d'eau, la foudre se produit probablement comme dans les orages sur Terre, alimentée par la collision de gouttelettes d'eau avec des cristaux de glace qui accumulent une charge électrique. Mais Juno a repéré des éclairs jamais détectés auparavant, plus élevés dans l'atmosphère, où les températures d'environ moins 90 degrés Celsius sont beaucoup trop froides pour que l'eau reste liquide. Lorsqu'elle a vu les flashs pour la première fois, la réaction de Heidi Baker, une scientifique du Jet Propulsion Laboratory de la NASA en Californie, qui dirige les recherches de Juno sur la surveillance des radiations, est qu'il y avait un problème. La clé pour élucider ce mystère était l'ammoniac dans l'atmosphère, qui agissait comme un antigel. Jupiter a des tempêtes incroyablement violentes, qui peuvent projeter des particules de glace d'eau à 150 jusqu'à 320 km/h et atteindre ces très hautes altitudes. En haut, les cristaux de glace d'eau se mélangent aux vapeurs d'ammoniac et fondent. Les gouttelettes d'eau et d'ammoniac entrent ensuite en collision avec des cristaux de glace supplémentaires projetés par le bas, créant une charge électrique pour générer des éclairs. Les scientifiques ont réalisé que les gouttelettes formées d'ammoniac et d'eau ne restent pas sous forme de petites gouttelettes. Au lieu de cela, elles continuent à croître jusqu'à ce qu'elles soient trop lourdes pour rester en suspension dans l'air, comme de gros grainons sur Terre. On appelle cela les mush balls. Les scientifiques pensent qu'elles transportent une grande partie de l'ammoniac dans les profondeurs de l'atmosphère de Jupiter.
La mission a permis de mieux comprendre la grande tache rouge, montrant que l'emblématique tempête géante qui persiste depuis des siècles s'étend sur plus de 300 km de profondeur dans l'atmosphère de Jupiter et a conduit à la découverte d'une nouvelle région que les scientifiques appellent la Grande Bleue. Elle n'est pas vraiment bleue. Le nom vient de la palette de couleurs utilisée pour cartographier le champ magnétique de Jupiter. En effet, les photographies ne donnent aucune indication visible sur la grande tache bleue. La région bleue foncée de la carte magnétique indique simplement une confluence de lignes de champ magnétique invisibles. Presque un deuxième pôle sud près de l'équateur. Les scientifiques ont comparé les mesures magnétiques de Juno avec les observations des sondes antérieures pour voir comment les champs magnétiques dans la grande tache bleue ont changé au fil des décennies. Il semble que le centre de la grande tache bleue soit soufflé vers l'ouest par un jet de vent, tandis que les vents vers l'est cisaillent les sections supérieures et inférieures de la tache dans des directions opposées. Cela suggérerait que les vents de Jupiter s'étendent bien au-dessous du sommet des nuages jusqu'aux régions où les pressions et les températures sont suffisamment élevées pour transformer l'hydrogène en conducteur électrique. Les courants électriques génèrent des champs magnétiques. La force des champs magnétiques au sein de la grande tache bleue change jusqu'à 1% par an, devenant plus fort à certains endroits et s'affaiblissant dans d'autres. À la fin de la mission prolongée jusqu'à 2025, les scientifiques disposeront de près d'une décennie de données pour tester leur hypothèse qui prévoit des changements allant jusqu'à 10% pendant cette période. Les scientifiques sont également susceptibles de découvrir de nouveaux mystères. La grande tache bleue est à peu près à la même latitude que la grande tache rouge. Les deux phénomènes sont-ils liés ou pas? Le fait qu'ils voyagent à des vitesses différentes suggère qu'il est peut-être peu probable qu'ils soient liés. Mais peut-être qu'il y a une sorte de mécanisme causal. Ce n'est qu'une seule planète fluide après tout. Au cours de la mission prolongée, Juno survolera également 3 des grandes lunes de Jupiter. Il y a environ un mois et demi, Juno a fourni aux scientifiques le premier gros plan de Ganymède, la plus grande des lunes de Jupiter. Avec plus de 5000 km de large, Ganymède est plus grande que la planète Mercure, et c'est la seule lune connue pour générer son propre champ magnétique. Certaines parties de la surface sont marquées par des rainures souvent observées sur les lunes glacées. Bien qu'il y ait encore un océan d'eau liquide sous la croûte glacée de la Lune, on pense que la glace a plus de 100 km d'épaisseur et les rainures de Ganymède se sont probablement formées il y a quelques milliards d'années, lorsque la surface était plus chaude et plus flexible. Les observations du champ de Ganymède et la façon dont il s'entrelace avec ceux de Jupiter aideront à éclairer comment une fine atmosphère de particules chargées se forme autour de la Lune, comment les particules chargées génèrent des aurores incandescentes et comment certaines des particules chargées se déplacent directement entre Jupiter et Ganymède. Juno ne passera plus aussi près de Ganymède, mais il survolera 2 autres grandes lunes très différentes. L'une de ces lunes est Io, un monde infernal qui est le plus volcaniquement actif du système solaire. L'instrument infrarouge de Juno mesurera les points chauds sur cette lune avec plus de précision que les sondes précédentes. Europe, une autre lune de Jupiter, est recouverte de glace avec un océan profond en dessous. Elle est considérée comme l'un des endroits les plus prometteurs pour trouver de la vie dans notre système solaire. Pour Europe, la caméra JunoCam sera pointée sur la ligne de démarcation entre le jour et la nuit. Ces dernières années, les observations du télescope spatial Hubble ont indiqué des éruptions de vapeur d'eau traversant la surface glacée. L'espoir est que JunoCam puisse capturer par hasard un panache d'eau rétroéclairé par la lumière du soleil. C'est un très bon moyen de rechercher des éruptions. La même technique a été utilisée pour détecter les éruptions volcaniques sur Io. La coquille de glace d'Europe est plus fine que celle de Ganymède. Il y a donc plus de chances de trouver un endroit où de l'eau et de la vapeur gelée ont récemment fait éruption à la surface. Effectivement, les chercheurs essayent de trouver des dépôts de surface qui pourraient sembler frais ou particulièrement brillants. Tout cela n'aurait peut-être pas été possible sans ce problème de propulsion. Si la sonde était en orbite autour de Jupiter tous les 14 jours au lieu de 53, Juno n'aurait peut-être pas été en mesure d'effectuer les survols des différentes lunes.
Voilà, nous arrivons à la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous, commentez, likez, partagez. Je vous dis à la prochaine Liquidurtopia.